168. C'est le nombre d'appareils ennemis que ces 5 pilotes américains ont abattus entre 1941 et 1945. Pas endommagés, pas probable. Confirmé, détruit. Plus de 1400 pilotes de chasse américains ont obtenu le statut d'as pendant la Seconde Guerre mondiale, mais seulement 5 d'entre eux ont accumulé un nombre de victoires si élevé que leurs noms sont apparus dans les rapports de renseignement ennemis. Aujourd'hui, nous allons les classer. Le numéro 5 était un ivrogne, un menteur et un mercenaire. Il était aussi l'un des pilotes les plus mortels ayant jamais vécu. Le numéro 3 est devenu as 2 fois dans la même journée. Le numéro 2 est mort en essayant de dépasser le numéro 1. Et le numéro 1, il a abattu plus d'appareils ennemis en une seule mission que la plupart des as n'en ont abattu pendant toute leur carrière. Il ne s'agit pas de portraits hollywoodiens ou de discours dramatiques. Il s'agit de victoires aériennes confirmées, de rapports de missions documentés et des mathématiques froides de ceux qui ont envoyé le plus d'appareils ennemis au sol tout en restant eux-mêmes en l'air. Décomptons les 5 pilotes de chasse américains les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 5. Colonel Gregory Pappy Boyington. Gregory Boyington n'était pas un homme bon. C'était un alcoolique. Il a menti sur son nombre de victoires. Il a abandonné sa première femme et leurs 3 enfants. Le corps des Marines le considérait comme un problème de discipline. Il était aussi l'un des pilotes de chasse les plus mortels que l'Amérique ait jamais produit. Boyington a obtenu 28 victoires aériennes confirmées au cours de 2 guerres et dans 2 forces aériennes. 6 de ces victoires sont survenues avant même l'entrée en guerre de l'Amérique en tant que mercenaire pour le gouvernement chinois contre les Japonais. Les 22 autres ont été obtenus en tant que pilote de chasse du corps des Marines dans les îles Salomon. Voici ce qui rend l'histoire de Boyington unique. En 1941, Boyington était un pilote des Marines usé par la vie, noyé sous les dettes et l'alcool. Il a démissionné de sa commission et a rejoint l'American Volunteer Group, mieux connu sous le nom des Flying Tigers, une unité de mercenaires combattant pour la Chine sous le commandement de Claire Chénault. Les Flying Tigers pilotèrent des P-40 Warhawk avec des dents de requin peintes sur le nez. Ils étaient payés $500 pour chaque avion japonais abattu. C'était un meurtre légalisé pour de l'argent et Boyington était doué pour cela. Il a revendiqué 6 victoires aériennes avec l'AVG avant la dissolution de l'unité en juillet 1942. Quand l'Amérique est entrée en guerre, Boyington a réintégré le corps des Marines. Ils avaient besoin de pilotes expérimentés et malgré ses problèmes, Boyington avait quelque chose que la plupart des pilotes n'avaient pas. Il avait déjà tué des avions japonais. Il savait comment ils volaient, comment ils combattaient et comment ils mouraient. En septembre 1943, Boyington prit le commandement de l'escadron de chasse des Marines 214. L'unité était une collection de pilotes de remplacement et de rebut que personne ne voulait. Boyington les appela les Black Sheep, moutons noirs. Le nom resta. À 31 ans, Boyington avait une décennie de plus que la plupart de ses pilotes. Il l'appelait Pappy, Pépé, à cause de son âge. Il les appelait des idiots, mais il leur a appris à survivre. Le style de commandement de Boyington était non conventionnel. Il buvait beaucoup. Il ignorait les règlements. Il a volé avec une gueule de bois plus d'une fois. Mais dans les airs, il était froidement efficace. Sa technique était simple, piquer sur l'ennemi depuis le dessus, tirer à courte portée et continuer à bouger. Ne jamais virer avec un 0, ne jamais ralentir, les frapper avant qu'ils ne vous voient et disparaître avant qu'ils ne puissent réagir. Entre septembre 1943 et janvier 1944, Boyington abattit 22 avions japonais en seulement 84 jours de combat. Le 3 janvier 1944, il a égalé le record de la Première Guerre mondiale d'Eddie Rickenbacker de 26 victoires au total. Ce même matin, Boyington fut abattu au-dessus de Rabaul. Son ailier vit son corsaire toucher l'eau. Les Marines le déclarèrent mort au combat. Il n'était pas mort. Boyington avait été repêché par un sous-marin japonais et passa les 20 mois suivants comme prisonnier de guerre. Il fut battu, affamé et torturé. Les Japonais n'ont jamais dit aux Américains qu'il était en vie. Quand la guerre prit fin en août 1945, Boyington sortit d'un camp de prisonniers pesant 50 kg.
Il rentra chez lui pour découvrir qu'on lui avait décerné la Medal of Honor en son absence. La citation lui créditait 26 victoires, mais une analyse d'après-guerre en confirma 28. La vie de Boyington après la guerre fut troublée. La consommation d'alcool continua. Les mariages échouèrent. Il écrivit une autobiographie intitulée « Baa Baa Black Sheep » qui fut adaptée en série télévisée dans les années 1970. Il mourut en 1988 à l'âge de 75 ans. 28 victoires aériennes confirmées. Un mercenaire devenu marine. Un ivrogne devenu légende. Un prisonnier rentré au pays. Gregory Boyington n'était pas un héros au sens traditionnel. Il était quelque chose de plus complexe. Il était efficace. Numéro 4, colonel Francis Gaby Gabreski. Francis Gabreski a failli ne jamais devenir pilote. Son instructeur de vol lui dit qu'il n'avait pas le toucher pour être pilote. L'homme qui allait devenir l'as américain le plus titré en Europe fut presque éliminé de la formation au pilotage avant même qu'elle ne commence. Gabreski était le fils d'immigrants polonais d'Oil City, en Pennsylvanie. Quand l'Allemagne envahit la Pologne en 1939, ce n'était pas une nouvelle abstraite. C'était personnel. La patrie de ses parents était détruite et Gabreski voulait se venger. En 1943, il fit une chose qu'aucun autre pilote de chasse américain n'avait faite. Il demanda à être affecté à un escadron de chasse polonais rattaché à la Royal Air Force. Pendant des mois, il vola sur Spitfire aux côtés de vétérans polonais qui combattaient déjà la Luftwaffe depuis des années. Il n'obtint aucune victoire pendant cette période. Mais il apprit quelque chose de plus précieux que des victoires. Il apprit comment les pilotes de combat expérimentés restaient en vie. Quand Gabreski rejoignit le 56e Fighter Group en février 1943, ses camarades pilotes lui en voulurent. Il ne s'était pas entraîné avec eux. Il n'avait pas embarqué avec eux. C'était un étranger avec des opinions sur la manière dont les choses devaient être faites. Sa promotion au poste de commandant d'escadron, au-dessus de pilotes plus anciens, ne fit qu'empirer les choses. Puis il se mit à tuer des Allemands. La technique de Gabreski devint bien connue parmi les pilotes américains. Il l'appelait le close kill, le tir à bout portant. Alors que d'autres pilotes ouvraient le feu à 365 mètres, Gabreski retenait son tir jusqu'à ce qu'il soit à 90 mètres, parfois 45 mètres. À cette distance, avec 8 mitrailleuses de calibre .50, il n'avait pas besoin d'être un bon tireur. Il avait juste besoin d'être assez près pour ne pas pouvoir rater. Le 26 novembre 1943, Gabreski reçut la Distinguished Service Cross pour une mission qui illustrait son style agressif. Menant une escorte de bombardiers près d'Oldenburg, en Allemagne, son escadron fut attaqué par des ME-110. Gabreski isola l'appareil de tête et l'attaqua par l'arrière, tirant de courtes rafales jusqu'à ce que l'ennemi explose. De gros morceaux du Messerschmitt rebondirent sur son pare-brise et heurtèrent son aile. Tout pilote censé serait rentré à la base. Gabreski remonta et abattit un second ME-110. Les autres pilotes donnèrent à Gabreski, à Huub Zemke et à David Schilling le surnom informel de Terrible Three, témoignage de leur réputation agressive au sein du 56e Fighter Group. Le 5 juillet 1944, Gabreski avait remporté 28 victoires aériennes, ce qui faisait de lui l'as américain le plus titré en Europe. Il était programmé pour rentrer au pays. Sa guerre était terminée. Mais Gabreski entendit qu'il y avait une dernière mission de prévue et il ne put y résister. Le 20 juillet 1944, Gabreski mena une attaque au sol sur un aérodrome allemand près de Koblenz. Volant trop bas, son hélice toucha le sol. Le P-47 fit une série de tonneaux à travers un champ allemand. Gabreski survécut, évita la capture pendant 5 jours, puis passa le reste de la guerre au Stalag Luft 1 sur la mer Baltique. Voici le chiffre qui définit la guerre de Gabreski. 28 victoires aériennes en 166 missions de combat. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. En Corée, pilotant des F-86 Sabre contre des MiG-15, Gabreski abattit 6 victoires et demie de plus, devenant l'un des 7 seuls pilotes américains à obtenir le statut d'as dans 2 guerres. L'homme qui avait failli échouer en formation au pilotage prit sa retraite avec le grade de colonel, avec un total de 34 victoires et demie sur 2 conflits. L'instructeur qui disait qu'il n'avait pas le toucher avait tort.
Numéro 3, commandant David McCampbell. David McCampbell n'a pas commencé la guerre comme pilote de combat. Il était officier de signal d'appontage, l'homme qui se tenait sur le pont et agitait des palettes pour guider les avions sur les porte-avions. Sa guerre a commencé en 1942 à bord de l'USS Wasp, quand un sous-marin japonais lui envoya 3 torpilles dans la coque près de Guadalcanal. McCampbell survécut au naufrage et fut renvoyé chez lui pour former d'autres officiers de signal d'appontage. La plupart des hommes auraient été reconnaissants pour cette affectation sûre. McCampbell n'était pas la plupart des hommes. En septembre 1943, à l'âge de 33 ans, il forma le Fighter Squadron 15 et l'entraîna au combat. En février 1944, il devint commandant du Air Group 15 à bord de l'USS Essex. Ses pilotes se firent appeler les Fabled 15, les 15 fabuleux, et ils mériteraient ce nom. Le 19 juin 1944, pendant la bataille de la mer des Philippines, McCampbell accomplit ce que seule une poignée de pilotes dans l'histoire ont fait. Il devint as en une seule journée. Dans le chaos de ce que les pilotes américains appelèrent le Great Marianas Turkey Shoot, McCampbell abattit 5 bombardiers en piqué japonais Judy en l'espace de 9 minutes. Plus tard dans l'après-midi, il repartit et abattit 2 autres zéros au-dessus de Guam. 7 victoires en un jour. La plupart des as n'accomplissent pas cela pendant toute leur carrière. McCampbell le fit avant le déjeuner. Mais le 24 octobre 1944 est le jour qui a rendu McCampbell légendaire. C'était le début de la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de l'histoire. Ce matin-là, le radar de l'Essex détecta une force de frappe japonaise entrante. Non pas 10 appareils, ni 20. Environ 60 avions japonais se dirigeaient vers la flotte. McCampbell s'était vu interdire de voler en mission de chasse par le contre-amiral Frederick Sherman, qui estimait que le commandant du groupe aérien devait se concentrer sur la coordination des attaques plutôt que de rechercher la gloire personnelle. Mais ce matin-là, avec seulement 7 Hellcats prêts à décoller pour intercepter la frappe, McCampbell ignora ses ordres et grimpa dans son cockpit. Ce qui suivit devint l'un des engagements aériens les plus remarquables de la guerre du Pacifique. McCampbell et son ailier, le lieutenant de vaisseau Roy Rushing, furent parmi les premiers à intercepter la formation japonaise. Bien que d'autres chasseurs américains aient opéré dans la zone de combat plus large, McCampbell et Rushing supportèrent le poids de l'engagement initial pendant une période prolongée. Ils déchirèrent la formation japonaise à plusieurs reprises. McCampbell abattit 9 appareils, son ailier en abattit 6 autres. Ensemble, 2 pilotes américains détruisirent 15 avions ennemis et contribuèrent à briser l'attaque avant qu'elle n'atteigne la flotte. Selon le récit d'après-guerre de McCampbell, quand il atterrit enfin, ses 6 mitrailleuses étaient presque vides et ses réservoirs de carburant étaient au plus bas. Il dut se poser sur l'USS Langley parce que le pont de l'Essex n'était pas libre. McCampbell devint le seul aviateur américain à obtenir de manière incontestée le statut d'as en un jour 2 fois. Ces 9 victoires en une seule mission établirent un record américain de victoires aériennes dans un seul engagement. Le Air Group 15 détruisit 315 avions en combat aérien et 348 autres au sol, plus que tout autre groupe aérien dans le Pacifique. McCampbell termina la guerre avec 34 victoires aériennes confirmées, ce qui fait de lui l'as de tous les temps de la marine américaine. Il est aussi l'as américain au plus haut score à avoir survécu à la guerre. Bong et Maguire sont tous deux morts en 1945. McCampbell vécut jusqu'en 1996, atteignant le grade de capitaine avant de prendre sa retraite. Le destroyer USS McCampbell fut nommé en son honneur. Quand vous devenez le seul pilote à devenir as 2 fois en une seule journée, on baptise des navires en votre nom. Numéro 2, Major Thomas Maguire. Tommy Maguire voulait une chose plus que tout au monde, battre Richard Bong. Il voulait être l'as des as américains. Cette obsession le poussa à devenir le 2e pilote américain le plus titré de la guerre. Elle le tua aussi. Maguire grandit à Sebring, en Floride, fils de parents divorcés. Il étudia l'ingénierie aéronautique à l'Institut de technologie de Géorgie avant de s'engager comme cadet de l'air en 1941. En août 1943, il était en Nouvelle-Guinée, pilotant des P-38 avec le 475 Fighter Group.
Les 18 et 19 août 1943, McGuire obtint le statut d'as au cours de 2 jours de combats intenses. Couvrant des bombardiers frappant Wewak, sa formation fut attaquée par des chasseurs japonais. McGuire abattit 3 appareils le premier jour, dont 2 Oscars et un Tony. Le lendemain, il en descendit 2 autres près du même endroit. 5 victoires en 48 heures. Le gamin de Floride était arrivé. À partir de ce moment, McGuire chassa les victoires avec une intensité obsessionnelle. Il baptisa son P-38 Pudgy, d'après sa femme Marilyn, et il le pilota au combat avec le genre d'agression maîtrisée qui impressionnait ses supérieurs et inquiétait ses ailiers. Voici une anecdote qui illustre le caractère de McGuire. En juillet 1944, Charles Lindbergh arriva dans le Pacifique en tant que conseiller technique civil. L'aviateur le plus célèbre du monde voulait observer les opérations de combat. Selon des pilotes ayant servi à ses côtés, McGuire traita Lindbergh comme n'importe quel nouveau venu, lui assignant des tâches de routine et des positions d'ailier, indépendamment de son statut de célébrité. Lindbergh vola en mission de combat avec l'unité de McGuire. Le conseiller civil n'était pas officiellement supposé engager l'ennemi. Il abattit quand même un avion japonais. En décembre 1944, McGuire avait accumulé 38 victoires aériennes. Richard Bong en avait 40. La course était lancée. Le jour de Noël 1944, McGuire reçut la Medal of Honor pour avoir mené un escadron de 15 P-38 au-dessus de Luçon. Sa formation fut attaquée par 20 chasseurs japonais agressifs. Dans le combat tournoyant qui s'ensuivit, McGuire vola à plusieurs reprises au secours de ses camarades en difficulté, repoussant des avions ennemis alors qu'il était lui-même attaqué et parfois en infériorité numérique de 3 contre 1. Ses armes s'enrayèrent. Il continua à se battre malgré tout, forçant un avion japonais à passer dans la ligne de tir de son ailier. Le lendemain, il abattit 4 autres appareils dans un seul engagement, portant son total à 38. 2 victoires de plus égaleraient Bong. 3 feraient de lui l'as des as. Le 7 janvier 1945, McGuire mena une patrouille de chasse bénévole au-dessus de l'île de Negros aux Philippines. C'était supposé être une patrouille de routine. Ils trouvèrent un Oscar japonais solitaire près de l'aérodrome de Fabrica. Ce qui se passa ensuite changea l'histoire des pilotes de chasse américains. Pendant l'engagement, un autre appareil japonais entra dans le combat. McGuire tenta un virage serré à basse altitude pour aider un camarade d'escadron. Son P-38 transportait encore ses réservoirs de carburant externes, ce qui affectait ses caractéristiques de maniabilité. À basse altitude, avec un espace limité pour récupérer, l'appareil décrocha. L'avion de McGuire se retourna et s'écrasa. Le deuxième as américain au plus haut score mourut sur le coup. Il avait 24 ans. La base aérienne McGuire dans le New Jersey porte son nom. La Medal of Honor fut décernée à titre posthume. Sa veuve Marilyn apprit que son mari, l'homme qui avait peint son nom sur son chasseur, ne rentrerait jamais à la maison. 38 victoires, à 2 victoires du record. L'homme qui voulait être numéro 1 est mort en essayant. Numéro 1, Major Richard Bong. Richard Bong a abattu plus d'appareils ennemis que n'importe quel pilote américain de l'histoire. 40 victoires aériennes confirmées. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait documenté. Bong était franc sur ses limites. Il admettait être un mauvais tireur à longue portée. Alors il compensait en volant plus près de l'ennemi que ne le recommandait aucun manuel. Sa technique était simple. Se placer derrière la cible, se rapprocher à très courte portée et tirer jusqu'à ce que l'ennemi cesse de voler. Ce qu'il manquait en adresse au tir, il le compensait par son audace. Bong grandit dans une ferme près de Poplar, dans le Wisconsin, l'aîné de 9 enfants d'un père immigrant suédois. Des avions volant au-dessus de la ferme familiale suscitèrent son intérêt pour l'aviation. Au moment où il s'engagea dans l'Air Corps, en 1941, il avait accumulé 36 heures de vol, principalement sur un biplan de l'aérodrome local. À Hamilton Field, en Californie, Bong démontra l'audace qui allait définir sa carrière. Dans un incident tristement célèbre, il fit passer son P-38 sous le Golden Gate Bridge, survola Market Street à San Francisco à basse altitude et fit s'envoler le linge de la corde à linge d'une femme à Oakland. Le général George Kenney, commandant de la 5e Air Force, convoqua Bong dans son bureau.
Au lieu de le traduire en cours martial, Kenney lui donna un choix. Se présenter chez la femme dont il avait éparpillé le linge, l'aider avec sa lessive, le raccrocher sur la corde et tondre sa pelouse, ou faire face à des accusations officielles. Bong fit la lessive. Kenney déclara plus tard « Si vous ne vouliez pas voler le long de Market Street, je ne vous voudrais pas dans mon Air Force. » Quand Kenney fut envoyé dans le Pacifique en septembre 1942, il sélectionna personnellement Bong comme l'un des 50 pilotes de P-38 pour rejoindre son commandement. Ce fut l'une des meilleures décisions de personnel de la guerre. Le 27 décembre 1942, Bong marqua ses 2 premières victoires aériennes au-dessus de Buna, en Nouvelle-Guinée. Un 0 et un Oscar tombèrent sous ses canons dans le même engagement. On lui décerna la Silver Star. À partir de ce moment, Bong accumula les victoires à un rythme remarquable. Les équipes au sol peignirent des drapeaux du soleil levant sur son fuselage aussi vite qu'il les gagnait. En septembre 1943, il avait 28 victoires confirmées, ce qui faisait de lui le meilleur as américain dans n'importe quel théâtre d'opération. Le 12 avril 1944, Bong abattit son 26e et 27e avion japonais, devenant le premier pilote américain à dépasser le record de la Première Guerre mondiale d'Eddie Rickenbacker de 26 victoires. Il fut promu major et renvoyé au pays pour une tournée publicitaire. Il ne put rester à l'écart. En septembre 1944, Bong retourna dans le Pacifique en tant qu'instructeur de tir. Il n'était pas requis de voler en mission de combat. Le général Kenney lui avait expressément ordonné de ne pas rechercher l'ennemi. Bong vola quand même. Durant son dernier tour de combat, il participa volontairement à 30 autres missions et détruisit 12 autres avions japonais. Sa citation de la Medal of Honor indique en partie « Bien qu'affecté à des fonctions d'instructeur de tir et ni requis ni attendu pour accomplir des missions de combat, le Major Bong a volontairement et à sa propre demande urgente participé à des missions de combat répétées, y compris des sorties exceptionnellement périlleuses au-dessus de Balikpapan, Bornéo et dans la région de Leyte aux Philippines. En décembre 1944, Bong avait atteint 40 victoires. Le général Kenney le cloua définitivement au sol. 200 missions de combat, plus de 500 heures de vol de combat, 40 victoires confirmées. L'Amérique avait son as des as. Bong rentra au Wisconsin, épousa sa bien-aimée Marjorie, qu'il avait immortalisée en peignant sa photo sur le nez de son P-38, et prit un emploi de pilote d'essai chez Lockheed. Le 6 août 1945, le jour même où la bombe atomique tomba sur Hiroshima, le major Richard Bong grimpa dans le cockpit d'un chasseur à réaction P-80 Shooting Star. C'était un vol d'essai de routine. Ce serait son dernier. Pendant la séquence de décollage, Bong oublia d'activer la pompe à carburant auxiliaire de l'avion. Le moteur à réaction du P-80 nécessitait cette pompe pour maintenir la pression de carburant pendant la montée. Sans elle, la pompe entraînée par le moteur ne pouvait à elle seule fournir assez de carburant. Le moteur s'arrêta à basse altitude. Bong tenta d'éjecter, mais il était trop bas. Le parachute n'eut pas le temps de se déployer. Le plus grand as américain mourut d'une erreur de procédure le jour même où la guerre prit effectivement fin. Il avait 24 ans. Les journaux du lendemain publièrent sa nécrologie, à côté du titre annonçant le bombardement d'Hiroshima. L'homme qui avait survécu à 200 missions de combat contre les Japonais fut tué par un interrupteur oublié. Le Richard Ier Bong Veterans Historical Center à Superior, dans le Wisconsin, préserve sa mémoire. Le pont Bong relie le Wisconsin et le Minnesota à travers la baie de Saint-Louis. L'homme de la ferme du Wisconsin qui voulait voler devint le pilote américain le plus mortel ayant jamais vécu. 40 victoires aériennes confirmées. Un record parmi les pilotes américains qui n'a jamais été battu. Récapitulons. Boyington, 28, Gabreski, 28, McCampbell, 34, McGuire, 38, Bong, 40. Total, 168 appareils ennemis détruits par 5 pilotes américains. 5 hommes, 168 victoires. Et les puissances de l'Axe ont appris que les pilotes de chasse américains n'étaient pas seulement courageux. Ils étaient méthodiques, agressifs et absolument mortels dans le ciel.